Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annabelle Orsac sur Veto Micro. Bonjour Annabelle. Bonjour Marine. Alors, c'est une interview un peu particulière parce qu'on est collègues. On travaille ensemble sur Thémavet, tu es en charge de la partie qui s'appelle les Ronéos, dont tu nous parleras. Et puis c'est toi qui écris les synopsis podcasts qui sont tant appréciés par nos auditeurs. Tu es aussi la rédactrice en chef de Cheval Santé, donc tu as vraiment une double casquette, presse professionnelle, presse grand public en santé animale. Pour ce qui est de ton parcours, tu es sortie de Toulouse en 2006 avec une T1 Pro équine à Alfort. Tu enchaînes sur un master marketing et stratégie à Dauphine. Puis tu entres dans l'industrie pharma chez Decra en tant que vétérinaire technique. Et 4 ans plus tard, tu passes chef de produit avec une Valence Marketing. En tout, tu es resté plus de 13 ans chez Decra et tu vas y faire beaucoup de choses différentes. Puis changement de direction. Tu décides de te former en ostéo, phyto et cinésiologie équine. Et en 2021, tu te mets à ton compte en médecine complémentaire et tu crées Hipposphère. C'est en 2022 que tu arrives chez nous au sein du groupe Théma. Et aujourd'hui, tu partages ton temps entre tes activités de journaliste, rédactrice en chef, qui sont majoritaires, et la pratique, surtout en équine, avec les médecines complémentaires. En préparant cette interview, tu m'as précisé, l'un nourrit l'autre et réciproquement. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Annabelle, tu es aussi une voyageuse, une lectrice assidue. Alors moi, je suis passionnée de lecture comme toi, un roman, essai en tout genre, mais je crois que tu me coiffes complètement au poteau. Tu es aussi cavalière. Et d'ailleurs, tu as longtemps réussi à concilier ta vie professionnelle avec le fait de monter à cheval presque tous les jours. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. On y va? T'es pas trop stressée? Pas du tout, c'est parfait. Parfait, t'as pas l'air en tout cas. Bon, tu connais la première question, mais je la pose quand même à haute voix. Pourquoi vétérinaire? Alors, c'est vrai que la réponse va manquer un peu d'originalité, j'imagine, en ayant écouté les interviews précédentes. Je pense que vétérinaire, c'était réellement une évidence. Du plus loin que je me souvienne, vers 6-7 ans, je disais déjà que je voudrais soigner les chevaux. Oui, d'accord. Sans avoir été mis en contact avec les chevaux, les poneys particulièrement. Mais voilà, je disais que je voulais soigner les chevaux et que ça serait ça. Bon, après, j'ai une petite phase où peut-être j'aurais voulu soigner les dauphins, mais après avoir vu Les Dents de la Mer, je me suis rétractée assez rapidement. Donc, j'étais assez bonne à l'école, bonne élève, assez assidue, consciencieuse, donc ça m'a pas trop posé de soucis. Par contre, c'est vrai que je me suis pas très épanouie en prépa et je pense que si j'avais été un tout petit peu mieux informée, j'aurais pas forcément choisi cette voie d'accès. Donc c'est la prépa encore en un an? Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, la deuxième année, je me suis dit tout de suite, si j'ai pas le concours, c'est pas très grave. Et j'avais déjà pas mal d'options de plan B en me disant, tiens, j'aurais rêvé être journaliste ou grand reporter National Geographic. Ouais. Et donc du coup, je m'étais déjà renseignée, etc., pour avoir une issue de secours entre guillemets si j'étais pas admise la deuxième année, parce que je pense pas que j'aurais eu la volonté de faire un cursus annexe type Belgique ou autre. Ça aurait pas été un drame finalement, t'avais fait une espèce de pré-deuil que t'as pas eu à faire. Ouais, complètement. C'est marrant, et en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai eu le résultat, j'ai même eu un petit moment de déception en me disant je m'étais tellement préparée à ce que sûrement je ne l'ai pas que j'avais construit la suite, quoi. Je me disais super, je vais faire une école de journalisme et puis voilà. Donc même si aujourd'hui j'ai la chance de concilier un peu les deux et d'être rédactrice en chef et de participer dans le monde de l'édition, on est un peu loin du côté planque en treillis dans la jungle pour prendre une photo de jaguar, quoi. Oui, mais, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai que la prépa, le côté concours, j'étais bonne élève, mais
j'avais du mal, je pense, a posteriori, à me dire je vais réussir, mais du coup ça va être aux dépens des autres. C'est-à-dire que les autres, ils vont échouer et pour que moi je réussisse. Et du coup, j'étais pas très à l'aise avec l'idée. Le fait que ce soit un concours. Ouais. Ah oui, c'est marrant. En fait, j'aimais bien, travailler, mais je me disais mes résultats, ils n'impactent que moi, alors que là, en fait, non. Et je crois que j'étais pas très à l'aise avec cette idée de concours, de réussir aux dépens des autres. Oui, d'accord. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est hyper intéressant. Du coup, c'est vrai que peut-être j'ai pas très bien vécu cette phase-là. Alors qu'après l'arrivée à l'école, du coup, ça enlève un tout petit peu le. Oui, parce que finalement, tu l'as et tu décides de partir à Toulouse. Oui, ça, c'était une vraie volonté d'aller vers le soleil, en région parisienne. Okay. Mais je me disais, ça va être chouette, on va découvrir autre chose. Il y avait un centre équestre dans l'école, vraiment pour découvrir d'autres choses. D'accord. Complètement. Qu'est-ce que tu gardes de ces années à l'école ? Uniquement des bons souvenirs. Franchement, aussi bien dans le cursus scolaire que dans les à côté, que dans les amitiés qui se nouent, que dans les opportunités pro. Vraiment, j'ai pas de mauvais souvenirs dans ces années d'école. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, j'avais toujours voulu faire de l'équine et on n'avait pas de bloc à l'époque. Ouais. Et donc, j'ai préféré faire ma dernière année, faire les cliniques à Alfort, dans Matin Pro, et puis les cours théoriques étaient partagés entre les 3 autres écoles. Et donc, du coup, on a pu tourner un petit peu, aller au CIRAL, aller faire la repro à Nantes, etc. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et plus sympa de tourner, de mixer un petit peu et de découvrir les autres écoles, plutôt que de rester dans une école que j'avais déjà un petit peu explorée pendant 4-5 ans et qui finalement, en équine, me paraissait un petit peu limitée au départ pour voir tout ce qui pouvait se faire, quoi. D'accord. J'ai vu que tu t'avais fait pas mal de stages où tu as travaillé un peu à la fin de ton école, c'est ça en pratique ? Alors, j'ai fait des stages dès la première année et après, j'ai un peu bossé, mais les premières années comme ASV et en canine. Et j'ai rencontré des gens super, mais je savais que j'avais pas envie d'exercer en canine, mais pour autant, cette expérience-là de la clientèle, de l'abord de la pratique, j'ai rencontré des gens super, notamment une spécialiste en ophtalmo qui faisait aussi les chevaux et qui m'a montré les cataractes, etc. Et c'était vraiment super enrichissant, super intéressant, et ça m'a permis, dès la première année, dès la deuxième année, d'avoir vraiment un contact très pratique avec la clientèle et avec les animaux, et j'ai trouvé ça super. Donc oui, j'ai pas poursuivi par des gardes ou des systèmes beaucoup plus professionnalisants tôt, mais par contre ce système de stage et de boulot l'été, ça m'a permis de garder un pied dans la pratique quasi tout le temps, et j'ai trouvé ça un bon équilibre. Et du coup, tu dis que tu te projetais pas à faire de la pratique en canine, mais est-ce que à ce moment-là de l'école, puisque je sais que tu enchaînes sur un master, comment tu te positionnes ? Est-ce que tu te dis que tu vas pratiquer en équine ou ? Ouais, franchement oui. Et je sais pas. Peut-être il y a eu un double déclic. Le premier, c'est que j'avais demandé une place à Saint-Hyacinthe et en fait, c'était une année où il y avait extrêmement peu de place. Donc en internat. Ouais. Et en fait, il y avait tellement peu de place que du coup, il y en avait même, je crois, cette année-là, pas pour Toulouse. Et du coup, j'ai pas pu partir à Saint-Hyacinthe. Et moi, mon rêve au départ, c'était de faire de la néonate et puis d'aller au Canada expérimenter un petit peu le système là-bas. On m'en avait dit beaucoup de bien et je pense que ça correspondait complètement à l'idée, peut-être au fantasme que je m'étais faite de la pratique en équine. Et puis après, le deuxième facteur un peu déclenchant, je pense que c'est l'ensemble des remarques, critiques ou choses comme ça qui insidieusement s'insinuent un peu et te disent c'est pas fait pour les filles, c'est pas pour toi, c'est pas si, c'est très exigeant, il y a des gardes tout le temps. Enfin, toutes ces petites choses qui, à la longue, peut-être ont un peu... Ça, tu l'as entendu à l'école, ça ? Ouais, dès l'école. Franchement. Moi, je l'ai entendu sur le terrain en stage. Vraiment, il est clairement dit, c'est pas un métier de fille. Par contre, à l'école, je l'ai jamais entendu. À l'école, et pour être honnête, c'est vrai que c'est quelque chose qui, même si on lutte, et même si on veut se persuader du contraire, ça s'insinue un petit peu et ça finit par nous faire douter, tout simplement. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, voilà, j'ai rêvé un petit peu cette vie. Je me disais que c'était comme ça et que ça allait être super et que j'allais soigner les chevaux. Et en fait, peut-être que la réalité est assez différente. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette voie ? Donc, j'ai quand même fait des stages dans des grosses cliniques qui ont été super. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que le mal, je pense, était un petit peu fait.
Et je me suis dit, peut-être tu vas essayer, peut-être ça va bien fonctionner, et peut-être tu n'arriveras pas à garder ce rythme-là toute ta vie. Donc comme je n'avais pas envie d'entreprendre un deuxième diplôme ou acquérir des doubles compétences plus tard, je me suis dit là, tu es encore dans le mood des études, de la scolarité, donc passe tout de suite un master ou quelque chose comme ça. Si dans 10, 15 ans, 20 ans peut-être, tu as envie de faire autre chose, t'auras t'auras le bagage, la possibilité de le faire. Et la petite ligne aussi. Et c'est vrai que j'avais pas mal de modèles comme ça et de gens qui avaient cette double compétence, que ce soit en médecine ou en vétérinaire. Et finalement, dans ma promo, quand je me suis rendu compte au congrès à VAC-AVEF, je me suis rendu compte qu'on était assez nombreux à avoir fait ce choix et à ne pas travailler en pratique. On était près de 10%, je pense, à avoir quand même... De ta promo, donc en sortie d'école. Ouais, en sortie d'école ou dans les 2 ans qui suivent. Et c'est assez important. Et en fait... je me suis dit tout simplement, voilà, est-ce que tu auras envie dans 15 ans de refaire des études ou peut-être pas. Donc maintenant que tu es dans cette ligne-là, fais-les et puis ça te servira ou pas d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait un master à l'université à Paris Dauphine. C'était super parce que les univers étaient très très différents en marketing et stratégie et pas du tout que dans le domaine de la santé. Et en fait, je me suis dit, ça fait des compétences en plus et finalement ces compétences-là, elles m'ont été utiles et je les ai développées et cultivées dans mon premier poste en labo, tout simplement. Oui, d'accord. Donc en fait, à l'issue de ce master, c'est parce que ça te plaît que tu décides de rentrer dans l'industrie pharma ou... Alors non, là encore c'est rigolo, c'est vraiment un concours de circonstances. Je cherche un stage pour terminer ce master et pour me dire, voilà, j'avais écrit mon mémoire sur l'impact de certaines pathologies sur le continent africain en santé publique, etc. Et donc il fallait un stage. Donc je cherche un stage et en cherchant un stage dans un labo, d'abord je postule dans les labos qui ont des vaccins ou qui ont des médicaments qui sont sur ce continent-là pour essayer d'être raccord. Et puis au final, j'ai un labo veto qui répond et le moment de l'entretien arrive et en fait on me propose pas du tout un stage, on me propose un CDI. Du coup, j'hésite un petit peu, je me dis c'est bon et puis je me suis laissée tenter parce que le descriptif du poste était top. On faisait moitié nutrition et en fait des missions de marketing et de conseiller technique. Ouais. Et en fait, le conseiller technique, c'était essentiellement sur des gammes très intéressantes, anesthésie, endocrino. Et surtout, chez le cheval, ils avaient la phénylbutazone, qui était la molécule sur laquelle j'avais fait ma thèse chez le cheval. Donc, je me suis dit, bon, c'est un signe. C'est un signe. Il faut y aller. Voilà. Donc, c'est une opportunité. Et puis, je me suis dit, c'est super, ça va me permettre de découvrir le monde aussi de l'entreprise différemment, de travailler en équipe et de continuer surtout. J'avais un petit peu de culpabilité quand même de me dire, oh là là, t'as fait tout ça. Et pour l'instant, tu vas pas soigner d'animaux, quoi. Et j'ai eu la même culpabilité. Hein. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, bon, en même temps, tu vas travailler avec des molécules super, tu vas continuer à te former, à informer, à rester dans le domaine de compétences dans lequel tu as évolué depuis le départ. Donc, c'est pas perdu. Mais c'est vrai que pendant assez longtemps, j'avais ce petit sentiment de culpabilité de me dire, t'as fait tout ça et tu le mets pas directement au service des animaux. Et peut-être aussi dans un coin de ma tête de me dire, t'as pris une place pour quelqu'un et donc tu vas pas exercer. Ça revient à ta première impression de concours qui était difficile pour toi. Oui, d'accord. Sûrement. Ouais. Mais par contre, je ne nie pas que c'est une expérience de plus de 10 ans qui a été très enrichissante d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso, parce que je pense que c'était une boîte qui était à dimension humaine, avec un manager de filiale qui était super, très vraiment plus dans l'affect que dans le résultat, et pour autant tout le monde était très mobilisé, très investi. Et tout le monde travaillait très bien ensemble et c'était vraiment une chouette expérience. Et j'ai appris beaucoup des différentes personnes et j'ai beaucoup évolué aussi. J'ai fait des choses très différentes en nutrition, en endocrino d'abord, et puis ensuite en équine, des lancements de produits, des roadshows avec différents experts. Super aussi, notamment en gynéco, équine. Et puis après, je suis passée la coordination en Europe pour certains projets, notamment anesthésie, analgésie en équine. Et du coup, c'est vrai qu'on n'avait jamais le temps de s'ennuyer. Oui. Et en même temps, on n'avait pas l'impression de ne pas mobiliser ses connaissances.
parce qu'on restait quand même dans le côté très technique. Et puis, du coup, j'ai très rapidement pris la pharmacovigilance et je suis devenue aussi vétérinaire responsable, donc l'équivalent du pharmacien responsable dans un labo pharma du Maine. Et donc, je suis devenue véto responsable et responsable de la pharmacovigilance. Et ça me permettait aussi, du coup, d'avoir un accès complètement direct aux données terrain. Et je pense que c'était aussi une façon de garder un pied avec la pratique. En fait, tu fais marcher ta tête. C'est des métiers qui sont quand même assez intellectuels. C'est ça. Et c'était aussi nécessaire. Parce que j'avais vraiment besoin et envie de justifier, entre guillemets, tout ce qu'on avait appris et de le restituer d'une façon ou d'une autre et de l'utiliser. Oui, je comprends. Moi, j'ai eu à peu près le même sentiment. Ouais. Et du coup, les grands apprentissages que tu tires de tous ces postes et de ces plus de 10 ans passés chez Decra, c'est quoi ? Il y en a pas mal. Le premier, je pense que ça serait que chacun a des compétences différentes et quand on les met bien en commun, ça fonctionne bien. Et plutôt que de se dire, voilà, on a des postes équivalents, il y en a un qui fait mieux que l'autre, juste de s'écouter et que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, ça fonctionne bien. La deuxième chose, c'est que plus l'équipe est grande, plus il y a aussi une inertie et des process qui sont un petit peu fastidieux et qui font perdre du temps et de la réactivité. Et moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être dans une structure qui était super réactive pour ça. Et c'est quelque chose dont j'ai pas souffert, mais que je peux entendre chez des collègues qui étaient dans des labos beaucoup plus gros et qui ont aussi des moyens peut-être différents et des choses qu'ils ont pu mettre en place à plus grande échelle, mais qui ont le pendant de ça. C'est-à-dire aussi des process plus longs. Ouais, et peut-être des opportunités qui ne vont pas au bout parce qu'on a raté le coche ou parce que le temps qu'on signe quelque chose ou qu'on se décide, y a un concurrent qui est sorti ou il y a autre chose. Voilà, donc le travail en équipe, ça c'est sûr, le côté complémentaire et mise en commun des compétences, c'était chouette. Le côté aussi pratique et spécialiste, parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'experts dans des domaines différents. Et donc ça, j'ai trouvé ça super parce qu'on allait à chaque fois très en profondeur de chaque sujet. Bon, moi, j'ai travaillé sur la maladie d'Addison, sur l'hypercorticisme, sur l'hyperthyroïdie féline, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours un sentiment quand même d'aller au bout de la démarche, du sujet. Et je trouvais ça super intéressant. Non, mais encore, je le redis, mais c'est une réalité. Je me suis pas ennuyée du tout. Et je l'ai pas quitté l'entreprise pour des raisons intellectuelles ou des raisons professionnelles pures. C'est juste parce qu'en fait, le labo a décidé de déménager. C'était très loin. Et puis, le patron de filiale a changé et les directives ont été un petit peu différentes et je me reconnaissais plus trop dans ce modèle-là. Et les efforts qu'on devait consentir pour aller dans la nouvelle structure, etc. On était avant le Covid, donc c'est pas des choses qui finalement le télétravail ou des choses comme ça. C'était pas très ancré. Oui. Et puis nous on a aussi un rythme de vie qui est très différent pour avoir travaillé un peu en Angleterre, en Allemagne où les gens peuvent arriver très tôt et repartir plus tôt. Et c'est pas encore très très instauré en France. Tout à fait, oui. Il y a comme une plage horaire un peu charnière où tout le monde doit être là 9h, 17h. Oui, voilà. Encore 9h, 18h, même souvent. Oui, c'est ça. 18h. J'essayais d'être sympa, mais c'est vrai que on est plutôt sur du 18h. C'est du 9h, 18h. Et en fait, c'est un tout petit peu ce qui m'a retenu de me dire on peut faire les efforts, mais c'est vrai que je trouvais ça dommage de se dire du moment que le boulot est fait, bien fait, et que la personne est là, même si elle est là à 7h30 le matin, finalement, qu'est-ce que ça change ? À part si, bien sûr, elle a des interlocuteurs qui, eux, ne travaillent qu'entre 9h et 18h également, mais si une partie de son travail peut être faite en dehors de ces plages horaires, ça me paraissait pas insurmontable. Et du coup, c'est vraiment ce qui a motivé mon changement. Donc, à la fois, ça t'enrichissait d'un point de vue humain parce qu'il y avait tout ce travail en équipe, ça t'enrichissait intellectuellement, mais finalement, tu arrives dans une phase, si j'entends bien, où tu te retrouves avec un déménagement, donc je suppose des trajets très longs, et ouais. Du coup, c'est un équilibre vie pro, vie perso qui se fait plus comme tu l'entendais. En fait, j'étais pas contre faire un peu de trajet, mais pour arriver à 9h quand on est en région parisienne, j'avais presque 1h45 de transport. Donc c'est pour ça que moi je préfère arriver 2 fois par jour. Bah oui. Ouais, du coup, je me disais, je pourrais arriver à 7h30, ça me dérangerait pas, je mettrais moins de temps. Je me lèverais à la même heure, mais je mettrais moins de temps. Et finalement,
voilà, tout combiné entre les trajets, la difficulté et puis les changements. Puis on est passé aussi en open space et c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose quand on est pas mal au téléphone, qu'on a de la pharmacovigilance, qu'on a des projets techniques, c'est pas facile tout le temps d'être en open space. Et ça a contribué à me dire peut-être que voilà, j'ai fait le tour de ces missions-là. Je me suis éclatée dans mon boulot pendant 10 ans et il est peut-être temps. Voilà, c'est la fin d'un cycle et peut-être que c'est le moment pour moi de réfléchir à autre chose, tout simplement. Donc ça se passe de manière assez apaisée. En fait, ça arrive un peu comme une évidence. Non. Peut-être, si, peut-être quand tu le racontes après. Peut-être a posteriori, je le vis de façon apaisée. Sur le moment, non, je pense pas. En tout cas, c'était peut-être un tourment qui m'anime moi, parce que eux, je pense que voilà, ça s'est fait de façon simple. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu tiraillée en me disant, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est parce que je veux pas faire de sacrifices ou de compromis, alors que j'avais déjà l'impression d'en faire? Mais j'ai été un peu tiraillée. Il y a un dilemme, voilà. fait. Oui. Ouais, j'étais tiraillée. Je me disais, est-ce que tu devrais t'accrocher ou est-ce que voilà. Et puis en fait, je me suis dit, bon, j'ai fait de la nutrition, j'ai fait des super projets français, européens, j'ai fait de l'équine, de la canine. En fait, je pense que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et les 2 années qui ont suivi m'ont donné raison parce qu'ils ont essentiellement lancé des génériques et je me suis dit que finalement c'était pas un projet que j'avais raté ou quelque chose vraiment d'incontournable qui m'aurait fait vibrer. Donc je me suis dit c'était le bon moment, c'était le bon choix. J'ai pas eu de regrets. Voilà. Et comment tu détermines ce que tu vas faire après? Alors là, c'est un grand mystère. Franchement, on dit toujours que on part pour autre chose ou on change pour mieux. Honnêtement, c'est ce que j'avais en tête, de changer pour mieux, mais j'avais pas d'idée du tout précise. Et j'avais très envie de revenir à la pratique, mais je ne savais pas comment. Et surtout, je ne me voyais pas revenir comme ça sans avoir fait de remise à niveau, d'avoir repratiqué au sein d'une structure ou de refaire même un internat ou quelque chose qui me remette vraiment dans la dynamique de la pratique. Et en même temps, j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui allait me correspondre. Pour avoir beaucoup échangé et beaucoup travaillé dans le labo avec des véto-équins, je me disais en fait aujourd'hui c'est pas ce type de pratique là que j'ai envie de faire. Donc ça m'a pris du temps et puis avec les différents collègues et confrères et consoeurs, je me suis décidée à faire une formation en ostéo, donc en médecine manuelle à la VETAO. Et c'était sur la base de un week-end par mois pendant 2 ans. D'accord. Et c'était vraiment une super découverte. J'ai adoré tout, en fait, parce que les intervenants sont aussi divers et variés que compétents. Ils ont tous gardé, pour la plupart en tout cas, une activité vétérinaire. Et ils font de la médecine manuelle en plus. Donc ils ont gardé aussi une réalité de l'exercice complet de la médecine. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Ça m'a réveillée. D'accord. Et je me suis dit, cette voie-là, en tout cas, je suis prête à l'emprunter. Ouais, t'as repris contact avec la pratique comme ça, en fait. Via la médecine manuelle uniquement. Et puis, du coup, dans l'été, j'ai fait aussi de la phyto. Et j'avais commencé en 2016, je crois, je faisais partie de la première promo du DE de Synésio du CIRAL, donc qui était pour faire de la kiné. L'étude du mouvement aussi. Ouais, voilà. Ouais. C'est essentiellement pour faire de la kiné chez les chevaux, donc toutes les formes de rééducation qui va des thérapies manuelles aux thérapies instrumentales avec les ondes de choc, le laser, les tapis immergés, la piscine. D'accord. Et c'est vrai que au départ, je m'étais dit ça va me servir, et donc je l'avais initié chez Decra. Et en fait, quand je suis partie, j'ai fait une pause. Et ensuite, quand j'ai repris la médecine manuelle et la phyto, j'ai poursuivi ce DE-là. Et à cause du Covid, il me manque un module, mais je désespère pas de pouvoir le terminer. De pouvoir le faire. Voilà, de pouvoir terminer parce que c'est vraiment là encore très intéressant. Et je crois que j'ai eu l'idée de me dire, je vais voir ça comme une grande boîte à outils. Et je vais continuer de me former, mettre de plus en plus d'outils dans cette boîte. Et comme ça, chaque animal que je vais voir, je vais essayer de choisir l'outil ou les outils adéquats pour essayer de les soulager ou de les aider.
tout simplement. Toute cette partie formation, elle dure à peu près 2 ans, c'est ça ? Ouais, et encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que là, par exemple, je fais un module de formation continue en phyto clinique appliquée, des choses comme ça qui me permettent de me dire, les choses évoluent, les gens sont riches aussi de leurs expériences, et la mise en commun et le partage, c'est très enrichissant. Et d'un point de vue logistique, t'avais quitté DECRA sous quelle forme ? Parce que financièrement, tu gérais comment ? J'ai fait une rupture conventionnelle. Oui, d'accord. Donc en fait, ils avaient... oui, ça s'est très bien passé parce que je pense qu'ils avaient aussi envie de créer, vu qu'il y avait un nouveau patron et aussi une nouvelle directrice marketing, je pense qu'ils avaient aussi envie de créer leur équipe. Et la passation s'est plutôt bien faite et ils avaient... pas de velléité à me mettre de bâton dans les roues du tout. Donc ça s'est passé super bien. Et toi, ça te laissait une respiration pour prendre du temps. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et j'en ai profité effectivement pour me poser des questions, voir un peu ce que j'avais envie de faire. A posteriori, il y a sûrement quelques mois de burn-out quand même. Oui, mais je suis pas sûre de l'avoir vécu comme ça sur le moment. Tu l'as compris après. Je l'ai compris après, que je me dis que j'avais peut-être un surplus ou un trop de trop. Tu l'interprètes après sur quelle base ? Sur la base où je suis plutôt quelqu'un qui est très motivé, qui a toujours envie de faire plein de choses. Et là, j'ai eu... ouais, c'est vrai. Toutes les idées sont pas bonnes à prendre, mais on peut pas... Les idées nous font beaucoup rire en réunion. Ouais. En tout cas, c'est sûr que voilà, j'avais toujours beaucoup d'envie. Et pendant ces phases-là, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose qui me faisait me lever le matin. Alors, je me levais beaucoup, très tôt, et je faisais plein de choses, mais c'était plus pour combler. Et c'était sans réel projet et sans réel but professionnel. Et c'est venu quand même au bout de quelques mois où vraiment j'ai compris ce que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai qu'au départ, je l'ai pas interprété du tout, je l'ai pas analysé, je me suis juste laissé porter pendant les mois. Mais rétrospectivement, je me dis que oui, il y a sûrement eu une phase où j'étais pas au top de ma motivation. Oui, et puis du coup, tu as quand même pris la bonne décision finalement sans même peut-être analyser tout, mais en tout cas, tu as pris la bonne décision pour pas plonger droit dedans, quoi. Oui, aussi. sûrement. Je pense que c'était le bon moment et ce déclic-là, en plus, j'ai eu parce que j'ai eu la chance d'aller aux Jeux de Rio du côté coulisses entre guillemets et je me suis rendu compte qu'en fait, les chevaux athlètes sur les très grosses compétitions, pas que les Jeux, mais sur les très grosses compétitions, on leur demandait énormément, et c'est là qu'on attendait d'eux des performances exceptionnelles, et que paradoxalement, on ne mettait pas du tout à disposition des outils pour la préparation et la récup. Donc si tu veux, tu le sais aussi bien que moi, mais tu vois bien, c'est un peu comme si Nadal, quand il va à Roland-Garros, il a ni kiné, ni salle de sport pour se préparer, pour récupérer, ça serait inconcevable. Alors que les chevaux, aujourd'hui, c'est une réalité. Dans les plus beaux concours de la planète, quelle que soit la discipline, parfois ils ont les lumières jusqu'à 2h du matin, voire toute la nuit, il y a du bruit, ils ont très peu d'espace, il n'y a pas du tout de soins de kiné, ils viennent pas du tout avec leur staff, très peu, même si certains essayent de plus en plus. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas aborder la médecine de ce côté-là en se disant, voilà, ce sont des athlètes, et si on veut leur donner le maximum de chances de performer, il y a peut-être des choses déjà à faire en amont, plutôt que de faire de la guérison de blessures ou de traumatismes. Peut-être que si on faisait plus de préparation et d'accompagnement, ça permettrait d'atteindre les mêmes performances, mais en les maintenant en meilleure santé sur le plus long terme. Donc c'était juste peut-être cette démarche-là où je me suis dit, moi je me positionnerais bien là, plutôt en amont dans l'accompagnement et la préparation. Et après, je laisse faire le reste aux autres qui sont ultra compétents et qui sont capables, de faire des chirurgies incroyables et des réflexions diagnostiques dignes du Dr House. Et voilà, c'est très bien, chacun son métier. Et du moment que tout le monde le fait en bonne intelligence, je pense que il y a de la place pour tout le monde. Oui, bien sûr. Donc du coup, tu fais tout ce cheminement où tu réfléchis à ce que tu as envie de faire, toutes ces formations, et c'est en 2021 que tu te mets à ton compte en créant Hipposphère. Ouais, en fait, en ostéo, on te dit tout de suite, t'es vétérinaire, donc il n'y a pas de raison, tu peux commencer à pratiquer. Mais moi, je me sentais un peu inhibée en me disant, oui, mais en médecine manuelle, j'ai quelques mois seulement de recul, et je me sentais pas de me dire, je suis en formation, et en même temps, je vais déjà commencer.
Donc j'ai pris mon temps et puis quand je me suis sentie bien à l'aise avec tout, avec les concepts, avec les différents animaux traités, parce qu'on faisait le chien, chat, chevaux systématiquement tous les week-ends, donc c'était super. Et quand je me suis sentie bien, je me suis dit bah voilà, c'est le moment. Quitte à revenir en pratique, je vais revenir doucement à mon rythme et on verra bien. D'accord. Voilà. Mais c'était pas une volonté forcément de ne faire que ça, parce que je faisais aussi beaucoup de formations. Formation pour les ASV, formation pour différents groupes et différents publics, notamment en nutrition. Donc je m'étais pas mis la pression en me disant il va falloir... T'avais plusieurs activités Oui, déjà, voilà. ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi peut-être un stress pour certains de se dire, voilà, surtout en médecine manuelle ou en ostéo, il y a des écoles d'ostéopathes animaliers, il y a plein de choses, et comment s'y retrouver par rapport à ça, sur ce marché-là, quand on est vétérinaire dans une clinique ou quand on est dans un gros groupe et que l'un des vétérinaires propose l'activité d'ostéopathie, c'est super, mais quand on veut se mettre que en ostéo, le marché et la réalité du terrain, elle est très différente. Oui, Donc moi, je me suis pas du tout mis ce stress-là, je me suis dit, voilà, je suis véto, j'ai les compétences que j'ai la formation que j'ai envie de faire, et puis après on verra ce que ça va donner, en fait, tout simplement. Oui, tu avais des activités multiples. Je crois que tu écrivais aussi déjà pas mal pour Cheval Santé. Oui, c'est comme ça que tu as fini par arriver chez nous. C'est vrai, en fait, c'est grâce à Camille, donc Camille Tourmente, qui a été rédactrice en chef très longtemps pour Cheval Santé et qui en fait était une année au-dessus de moi à Toulouse. D'accord. On a fait un épisode avec Camille Ouais, que vous pouvez retrouver du coup. Tout à fait. Et Camille, au détour d'une conversation, parce qu'elle connaissait un peu mes activités en nutrition, elle m'avait contactée pour écrire quelque chose en nutrition. Et ensuite, elle m'a dit, mais en fait, vu que tu as fait pas mal d'équine et que tu continues à avoir un pied dans ce milieu-là, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement d'écrire en équine? Et j'avais dit, au contraire, super, parce que ça me permet à la fois de continuer à avoir une actualité et de me poser les bonnes questions sur des problématiques d'un milieu qui m'intéresse. Et en même temps, je pense que le côté rédactionnel, ça m'avait toujours tellement fait envie que j'avais l'impression de réaliser un petit peu mon rêve de reporter. Hein. Voilà, j'ai pas de grand angle et c'est pas les photos de Panthère des Neiges, mais c'était déjà super bien. J'étais déjà très contente. C'est ça. On sait pas, il te reste une longue partie de carrière. Hein. C'est vrai, on ne sait jamais. La faune sauvage. Et comment finalement tu récupères la rédaction en chef de Cheval Santé? Alors en fait, Camille a fait une passation avec une rédactrice en chef ensuite, Sandy Thibert, qui est partie au bout de 2 ans parce qu'elle avait des projets en Espagne, il me semble. Et en fait, elle m'a cooptée, on va dire, pour passer les entretiens en me disant, t'écris depuis longtemps, t'as vraiment une vision qui, je pense, correspond bien aux valeurs de la rédaction et du magazine. Et puis, tu connais la majorité des vétérinaires et des auteurs qui écrivent dedans. Donc, peut-être ça serait une opportunité que tu auras envie de saisir. Je me suis posé la question et puis finalement, il fallait vraiment prendre une décision assez rapidement. Donc, je me suis dit, oui, allons au bout du process, faisons les entretiens et puis voyons si ça débouche sur quelque chose et si voilà. Et effectivement, après quelques jours de process et après avoir rencontré les différents interlocuteurs du groupe, on m'a confié la rédaction en chef de Cheval Santé, donc du grand public. Et en fait, ça fait un peu plus de 18 mois maintenant et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis complètement parce que le côté vulgarisation de la science, formation, information, c'est quelque chose, et transmission, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et en plus dans mon espèce de prédilection. Donc que demander de plus, quoi. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste d'être rédactrice en chef? Ouais, bien sûr. Alors la rédaction en chef, en tout cas au sein du groupe, c'est essentiellement de coordonner l'écriture des articles par les auteurs. Donc pour Cheval Santé, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à ce que la très très large majorité de nos auteurs soient vétérinaires pour dispenser une information de qualité vérifiée. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a conçu un petit peu le sommaire et récupéré les articles, ça nous permet ensuite de les mettre en maquette, de choisir les illustrations si besoin, de les relire, d'établir des partenariats avec d'autres institutions. On travaille notamment avec l'IFCE et avec le RESP, le réseau d'épidémiosurveillance. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un magazine qui contient des informations véraces
sur la santé du cheval. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le seul magazine qui est exclusivement dédié à ça, à la santé. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très différent à chaque numéro et en même temps de très intéressant parce qu'on explore des sujets variés et qui intéressent les lecteurs qui sont des propriétaires, des cavaliers ou des gens de la filière tout simplement. Donc l'objectif, c'est de s'adresser au public le plus large possible sur des sujets qui touchent à la santé équine, aussi variés que les ulcères, les soins des pieds, voilà. Donc c'est vraiment très 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 vaste. Très clair. Et depuis quelques mois, tu travailles aussi au sein de l'équipe Thémavet sur un projet qui sort incessamment sous peu, en tout cas là, dans quelques semaines par rapport au moment où on enregistre, mais au moment de la diffusion de ton épisode, ce sera sorti. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet ? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif, c'était toujours de garder un pied dans la pratique, dans la clinique. Donc, ce qui était intéressant, c'est que en intégrant cette équipe dans Théma, et notamment dans Thémavet, donc le pôle santé animale, moi je m'occupais essentiellement du gros public, mais on a aussi un ensemble de médias qui a été regroupé sous l'ombrelle Thémavet. Et donc dans ce média-là, omnicanal, il y avait déjà le podcast, de la presse digitale, un job board, etc. Et ça correspond à une facette relativement large de l'écosystème vétérinaire, mais il manquait quand même le principal, c'est-à-dire l'aspect clinique. Tout à fait. Et en fait, l'aspect clinique, c'est assez difficile d'être pertinent tout en étant original, parce que soit c'est des cas cliniques, soit ce sont des cahiers, soit ce sont des bibliographies ou des choses comme ça qui seront faites pour aborder le côté clinique. Et nous, on avait envie d'être un peu différents et de se dire comment on pourrait faire passer des messages cliniques qui soient à la fois pertinents, mais qui soient aussi courts, concis et réutilisables assez simplement et assez facilement en pratique. Donc, on a créé les Ronéos. Alors, je pense que pour l'auditoire vétérinaire, ça doit parler. Peut-être qu'en Belgique, c'est un terme différent. Mais donc, les Ronéos, c'est un système de prise de notes en commun pour éviter à tous ceux qui n'ont pas envie d'aller en amphi, d'y aller. Il faut aller en amphi. Oui, je n'exhorte pas à l'absentéisme, mais quand même, on va pas se leurrer, ça nous a beaucoup rendu service. Et donc pour les ASV qui ne connaissent pas forcément ce terme, voilà, c'était l'idée de passer un message de façon très concise pour que tout le monde puisse se l'approprier et essayer de le réutiliser. Donc je dis essayer parce que par exemple si on a des fiches cliniques sur un sujet très pointu en cardio ou en imagerie, tout le monde n'aura pas l'équipement ou le bagage nécessaire pour le mettre en pratique au quotidien. Mais l'idée, encore une fois, c'est de s'adresser aux plus nombreux et peut-être d'aborder des sujets d'abord très répandus et peut-être un peu plus précis et plus spécialisés par la suite. Et on a souhaité aussi faire l'indistinction entre les Ronéos pour les vétérinaires et les Ronéox ou Ronéo pour les auxiliaires, donc pour les ASV, parce que les réalités cliniques sont très différentes au sein de la structure de soins. Et donc, les fiches cliniques qui s'adressent aux ASV seront plutôt basées sur leur quotidien, notamment que ce soit en salle de consulte, en hospice ou au comptoir, tout simplement, voire au bloc pour celles et ceux qui y vont. Donc l'idée, voilà, c'était de produire un contenu de qualité par des experts qui soit très rapide à lire et qui permettent d'avoir un message clair. Et notamment, quand on a un sujet très précis, je pense en anesthésio, des choses comme ça, on n'a pas le temps de lire toutes les publications scientifiques qui sortent et de se faire une idée. Quand il existe des consensus, peut-être on les voit passer, mais quand ils n'existent pas, on n'y a pas forcément accès de façon simple. Donc là, c'était l'idée de faire le travail par des experts dans leur domaine. Comme ça, ils nous mettent les actualités au goût du jour et ça permet à chacun et chacune d'avoir accès à cette information de façon très rapide et très précise. Et de son smartphone, parce que je précise, c'est un projet qui est digital et c'était aussi l'idée de transposer finalement des articles qui se sont toujours faits dans le print, c'est-à-dire dans le papier, sur un format qu'on peut lire entre deux consultations sur son téléphone. Oui, c'est ça. Et je pense que pour celles et ceux d'entre nous qui vont parfois sur PubMed ou qui vont lire vraiment des articles, qui ont peut-être plus l'habitude un peu du digital, le format PDF noir et blanc, c'est quand même à la fois très austère et puis parfois super long. Donc l'idée d'avoir
quelque chose d'accessible très facilement à distance sur un smartphone, sur une tablette, et surtout qui prennent pas beaucoup de temps à lire. Je pense que c'était l'un des critères les plus importants de notre approche de la fiche clinique, sachant que bien évidemment l'objectif c'est d'en faire le plus grand nombre possible pour avoir des sujets très variés et surtout des informations dans les différents domaines et parfois dans des domaines qui sont un tout petit peu sinistrés, on va dire, en termes de publication. Typiquement, je sais pas, la dentisterie équine ou des choses comme ça qui, vous l'avez peut-être entendu sur l'épisode du podcast d'Alexis Leps, mais qui sera a priori, on lui souhaite dans les mois qui viennent, le premier titulaire d'un collège européen de dentisterie équine en France. Et vraiment, je pense que ça contribue aussi à véhiculer des informations pertinentes et récentes dans tous les domaines de la médecine vétérinaire. C'est un chouette projet, c'est vrai. Alors j'invite nos auditeurs à aller découvrir ces Ronéo, ces fiches cliniques sur le site de Thémavet. N'hésitez pas à faire vos retours, on en tiendra compte. Oui, carrément. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur bonjour@themavet.fr puisque l'idée c'est qu'on puisse s'améliorer avec vos feedbacks. J'enchaîne sur une autre question, c'est que tu m'as écrit en préparant cette interview qu'en fait c'était super de mêler cette partie de pratique en médecine complémentaire avec toute cette partie éditoriale et que l'un nourrissait l'autre réciproquement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est vrai que moi je vais quand même sur le terrain pour des choses très ciblées, mais il n'empêche que les personnes que je rencontre, les propriétaires, les cavaliers, ont eux aussi des retours de leurs propres vétérinaires, et donc je travaille aussi de façon complémentaire avec ses confrères et consoeurs. Donc du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir toujours l'accès à cette information-là sur le terrain pour écrire des articles qui ne soient pas déconnectés de la pratique et de la réalité. Parce que l'écueil, je pense, quand on est soit en télétravail 100%, soit vraiment très déconnecté du terrain, c'est de faire des articles un peu biblio ou trop théoriques. Et du coup, ça finit par se sentir dans l'écriture et dans la relecture que les gens sont un petit peu moins au fait de ce qui se fait. Alors effectivement, moi j'ai des auteurs qui sont quasi tous en pratique 100%, donc forcément leur contenu est super adapté. Mais même pour moi, dans les articles que j'écris ou dans les relectures, je trouvais ça très important de continuer à garder un pied en pratique. Camille Tourmentel dit la même chose dans son épisode, qu'effectivement ça oui, puis elle y est retournée en plus de façon, je pense, d'abord progressive et puis ensuite 100%, parce que finalement elle aussi, elle a fait le chemin peut-être inverse, de faire plusieurs années dans l'édition et de se dire ça y est, j'ai fait un peu le tour et puis maintenant j'ai envie de retourner en pratique à 100%. Il y en a de plus en plus. Il y a une soirée CVE là dans les 2 semaines qui arrivent, Club vétérinaire et entreprise, où c'est le thème. Donc c'est qu'il y a de plus en plus de vétérinaires qui partent faire autre chose pendant quelques années et qui reviennent en pratique, ce qui se voyait pas avant. Je pense que peut-être c'est une façon aussi d'éviter la déception ou le dégoût ou la routine peut-être aussi. Oui, ou de se dire voilà, je vais pas m'épanouir, je vais pas réussir, donc on fait autre chose. Et puis finalement, quand on a fait le tour, on se dit ça y est, peut-être je suis plus prêt maintenant à être un vétérinaire praticien. On est sûrement, je pense, meilleur vétérinaire quand on l'a choisi, décidé, qu'on a fait ce qu'on avait à faire avant, que si on se sent peut-être contraint et forcé de le faire en sortie d'école. Ouais, c'est vrai, je l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est un vrai. Faux, ouais. En fait, c'est un vrai choix parce que bien sûr, on a choisi, on a fait ses études, on a eu le concours, mais souvent, on se pose quand même les questions en se disant est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais gérer ses responsabilités, est-ce que je vais être bien dans ce poste. Puis on a fait ce choix à 17 ou 18 ans. C'est ça, très tôt, et sur des critères très différents, sur des critères essentiellement scolaires, intellectuels, de démarche, de raisonnement, alors que en fait, les outils qu'il nous faut pour être un bon praticien sont complètement différents de ça. Très clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur cette partie-là ? Non, franchement, je pense que c'est très intéressant d'avoir un double parcours, parce que ça permet de se nourrir des compétences qu'on a acquis dans l'un et l'autre. Et aujourd'hui, j'ai peut-être le luxe de pas pouvoir faire de choix. Mais si j'avais un choix à faire, je pense que du coup, il se ferait naturellement à la fin d'un cycle comme d'habitude, puisque quand on laisse les choses venir, les réponses viennent avec. Donc aujourd'hui, je suis en équilibre avec ça et franchement,
je trouve que ce rythme est vraiment très productif pour l'un comme pour l'autre. Donc, Bon, je suis ravie de l'apprendre. Voilà. En préparant cette interview, tu m'as écrit que tu avais toujours réussi à monter à cheval très régulièrement, malgré le travail, et que c'était quelque chose qui était important pour toi. Voilà, pourquoi c'est une info dont tu avais envie de parler? C'est vrai que on se dit toujours c'est important l'équilibre pro-perso, etc. Et que ce soit familial, que ce soit sportif, que ce soit peu importe l'angle avec lequel on aborde la question, c'est vrai que l'équilibre pro-perso est important. Et j'avoue que je ferais peut-être pas les mêmes choses aujourd'hui, mais pendant plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour aller monter à cheval tous les jours, le soir très tard, mais c'était quand même un sas de décompression et puis je pense vraiment nécessaire à un bon équilibre psychologique et physique aussi, de se dire que on a un autre contact avec l'animal que celui qu'on a professionnellement aussi. Oui. Et pour être aussi tout à fait honnête, je pense que c'est important quand on discute avec certains propriétaires ou cavaliers d'avoir un vocabulaire commun. Et ça m'a beaucoup aidé Oui, de souvent. se comprendre et de parler, Voilà, de parler la même langue. Mmh. Alors, je serais moins à l'aise avec les entraîneurs de trot ou de galop, forcément, puisque c'est un vocabulaire et des choses qui sont différentes. Mais par contre, pour les cavaliers, je pense que c'est intéressant aussi quand le vétérinaire est cavalier, ou a été cavalier, ça permet d'aborder les choses et de faciliter la compréhension. À la fois des infos qu'on reçoit du cavalier lui-même ou du propriétaire, et à la fois pour transmettre les messages. Donc c'est vrai que voilà, pendant longtemps j'ai réussi à le faire. Donc j'ai perdu mon cheval il y a 3 ans maintenant, donc voilà, j'ai fait une petite pause. Peut-être tu un montes moment. plus à cheval? Non, je monte plus trop. Mais En balade un peu? non, même Même pas. pas. Bon, j'avoue que c'est pas comme si mon emploi du temps était très très libre, mais j'y reviendrai, c'est une certitude. Je pense que c'est à la fois un vrai plaisir et en même temps une vraie source d'apaisement et d'épanouissement. Oui. De voir l'animal pas que sous l'angle professionnel. Oui, de ce contact finalement qui a motivé au tout début, Complètement, qui était là avant. Qui a motivé ton envie de devenir vétérinaire. Et qui, je pense, sera là après. Donc, c'est bien d'entretenir ce côté-là. Ok. Alors, sans transition, autre chose dont on a parlé en préparant cette interview, tu n'as pas d'enfant. On n'en a jamais parlé, si ce n'est un peu autour de l'épisode et du livre d'Hélène Gâteau. C'est l'épisode 45. Donc, elle a écrit un livre sur le fait pourquoi elle avait choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Et c'est un livre qui est très sympa à lire. Mais dans l'équipe, on parle régulièrement de nos enfants et de tes nièces, qui ont à peu près le même âge que nos enfants. Et tu m'as dit que tu étais OK pour aborder l'absence de maternité. Alors, j'ai pas forcément de questions précises, mais pourquoi c'est un sujet qui mérite d'être abordé? Et est-ce que ce choix a eu des incidences sur ta vie professionnelle? Oui, alors, aborder le sujet, ça me pose absolument aucun problème. C'est, je pense, en fait, avoir un avis plutôt très neutre, c'est-à-dire ça n'a jamais été un besoin viscéral de me dire il faut que j'ai des enfants avant tel âge. Ou c'était ni cet extrême-là, ni l'autre. De me dire, c'est une grande conviction, je n'aurai pas d'enfant pour telle ou telle raison, parce que la planète, parce que si, parce que... Oui, ce qu'ont certaines femmes. Voilà, donc j'étais dans aucun de ces deux extrêmes, entre guillemets, et le chemin de vie a fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais je ne l'ai pas ni choisi, ni subi, en fait. Je le prends juste comme c'est. D'accord. Alors, dans ma vie professionnelle, est-ce que ça a eu des conséquences? Oui, je pense, parce que du coup, j'étais très dispo, mais comme beaucoup de femmes qui font le choix aussi d'avoir ce genre de carrière-là, même avec des enfants. De toute façon, qu'on soit maman ou qu'on ne le soit pas, l'implication dans la vie professionnelle, elle peut être très importante. Et je pense pas que ça change le fait qu'on soit mère ou qu'on ne soit pas mère. Ça dépend surtout de la personne qu'on est. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants et qui ont des très gros postes et qui ont des horaires incroyables et qui assument tout à fait cette double responsabilité. Donc j'étais plus dispo, j'ai beaucoup voyagé aussi pour le boulot et peut-être que ça aussi c'était possible parce que j'avais pas d'enfants et que il y avait moins de difficultés entre guillemets à faire coïncider les attentes d'une vie de famille et les attentes professionnelles. Donc peut-être que oui, ça a quand même eu une incidence. Mais de là à dire que c'est uniquement la maternité ou pas qui a cette incidence-là, je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et que encore une fois, il y a des femmes mamans qui sont très très impliquées dans leur vie professionnelle
ça leur pose aucun souci. En tout cas, t'as pas eu à supporter des choses qu'on freine ta carrière ou les propositions de ce qu'on te donnait en se disant que t'étais vraiment dans l'âge où tu allais peut-être faire un enfant. Une ou deux fois, c'était un petit peu insidieux sur des propositions de poste à l'étranger. Voilà, on m'a dit qu'il y avait des opportunités, est-ce que je voulais postuler, mais en me faisant très gentiment comprendre, mais est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de futurs projets perso ? C'était plutôt bien amené. Entre 30 et 40 ans. Voilà, c'est ça. C'était plutôt bien amené, ça n'a jamais été très franc, très insistant, et je l'ai pas vécu comme quelque chose de... C'était pas mis en colère, oui. Non. Je l'ai pris comme tout à fait légitimement aussi, parce que c'est vrai que proposer un poste à responsabilité à quelqu'un et qui se voit s'arrêter 6 mois plus tard, même si c'est pour une super nouvelle, c'est vrai que je peux comprendre à l'échelle de l'entreprise que ça peut être un choix difficile à honorer ensuite. Alors quand ils sont au courant et qu'on dit oui, sûrement qu'à l'échelle de 2-3 ans, on va créer une famille, si ça leur va quand même, c'est très bien, mais c'est vrai que je peux comprendre que dire non, pas de souci, et puis quelques mois plus tard, être obligé de s'arrêter 6 mois dans certains projets, ça peut éventuellement leur poser problème d'un point de vue de l'employeur. Oui, tout simplement. Bien sûr, donc ça peut se comprendre. Je rappelle quand même que c'est normalement des questions qui sont perso, interdites. Bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'était toujours un peu suggéré, mais jamais très ostentatoire. Je pense que ça m'a pas, en tout cas, ça ne m'a pas paru choquant au moment où ça a été abordé. C'est pas du tout quelque chose que t'as mal vécu ou qui t'a mis en colère. Mais peut-être que si la situation avait été différente et si j'avais eu des enfants après, la façon dont ça aurait été géré aurait pu peut-être me mettre en défaut, mais en l'occurrence, ça s'est pas il y a certaines femmes qui passé. racontent maintenant qui ne veulent pas d'enfants de manière affirmée, et que limite elles préfèrent le dire parce qu'en fait, sinon c'est pendant des années où il y a cette espèce de latence, flou, de latence qui peut freiner leur carrière parce qu'on se demande sans arrêt si elles vont ou pas faire des enfants, quoi. Oui, c'est possible. Après, je pense, tu sais, la problématique, elle est double. J'entendais ce matin en venant à la radio que l'égalité de salaire homme-femme, il faudrait que les femmes s'arrêtent de travailler aujourd'hui à 11h30 et que le reste de l'année, c'est gratuit, parce que si on avait une vraie égalité salariale, en fait, pour ce qu'elles sont payées aujourd'hui, elles peuvent arrêter aujourd'hui. C'est novembre. Hein, c'est aujourd'hui, à 11h30. Donc on est le 6 novembre. Voilà. Et je me dis que c'est vrai que ce sont des questions qui méritent d'être posées et d'être réfléchies, parce que c'est une réalité et pas que dans notre écosystème. Oui, tout à fait. Je rappelle qu'il y a effectivement, parce que ça on me le dit souvent, mais non, il n'y a pas chez les vétérinaires d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. Si, bien sûr, il y a des inégalités de salaire énormes entre les hommes et les femmes, y compris chez les vétérinaires. Donc, je vous invite, nous on a écrit un article là-dessus il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais sinon il suffit d'aller regarder sur l'atlas démographique de la profession où toutes ces données sont tout à fait disponibles. Alors, j'ai quelques questions pour la fin. La première, c'est, t'as dit que peut-être il y avait une partie de burn-out à un moment dans ta carrière et que tu avais plus vraiment envie d'aller bosser le matin. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne envie d'aller bosser le matin, justement ? En fait, je pense que toutes les missions qui sont les miennes aujourd'hui et qui sont les projets de demain sont suffisamment motivantes pour pour me dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire avancer chacun des projets sur lesquels je collabore. Et ça, c'est vraiment un luxe incroyable, parce que ce soit un article à relire, que ce soit un expert avec qui on travaille, que ce soit un cheval à aller voir en consultation, toutes ces missions sont des vrais moteurs de vie. Ça te nourrit complètement. Complètement. Fait, ouais. Cette soif d'apprendre et de transmettre. C'est ça. Ouais. Et de découvrir aussi finalement, parce que grâce à la mise en relation avec les gens, les experts, etc., t'es dans un apprentissage un peu permanent. Et c'est vrai que le côté de se former pour ensuite pouvoir transmettre, je trouve que c'est hyper enrichissant à tous les niveaux, parce qu'on continue d'apprendre des choses, donc c'est stimulant intellectuellement. Et le travail pour transmettre à différents publics, c'est aussi un travail de reformulation. Et ça, c'est aussi très, très stimulant. Parce que ça permet de se dire, OK, on a bien compris, on est capable de le reformuler correctement pour être compris par un auditoire différent. Et quand on est, parce que quand on a transmis un message, ça me fait penser à l'épisode que vous allez entendre d'Océane Sorel, qui
à créer un compte Insta pour démolir un peu les fake news de la santé sur l'épidémie de Covid d'abord et après sur toutes les maladies infectieuses et qui en fait tourne un contenu très sérieux sous forme de gags Oui, c'est sur Instagram, c'est The Virologist. The French Virologist, ouais. Et du coup, on se dit, c'est vrai que finalement, le plus important, c'est le message, mais le message, s'il est bien compris. Parce que faire passer un message, si personne ne l'entend ou si personne ne le reçoit et ne le comprend, il est pas si impactant que ça, le message. Ouais, donc il y a le contenu et puis il y a la façon dont il est reçu et perçu par les gens. Donc tout ce travail de reformulation et de transmission, c'est aussi quelque chose de très très intéressant au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes consoeurs et aux jeunes confrères qui nous écoutent et qui se disent qu'ils ont envie de faire plein de choses différentes dans leur carrière ? En fait, je pense que ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être vétérinaire. Tout simplement, parce qu'on a toujours tendance à croire qu'il y a un chemin et qu'ensuite, ce sont soit des détours, soit des impasses. Et à mon sens, c'est pas du tout ça. À mon sens, il y a plusieurs chemins. Et c'est la richesse de tous ces chemins-là qui fait que on a aussi un écosystème vétérinaire très riche, très diversifié et très complet. Et je pense que cette diversité-là, justement, ça doit pas nous diviser. Au contraire, ça doit alimenter la richesse de notre métier et puis la confraternité entre nous. Bien sûr. Plus on est complémentaires, plus on va permettre de faire avancer la façon dont on peut aider la santé vétérinaire et puis à plus large échelle avec le concept One Health, la santé publique et puis la gestion de l'environnement aussi. Donc, j'aurais envie de dire, il n'y a pas de limite. On peut être vétérinaire de 1000 façons différentes, que ce soit dans cette vie-là ou avec différents individus. Voilà, on fera pas forcément le même métier, mais c'est pas grave et au contraire, ça doit être une chance et pas une source de conflit. Ouais, ça nous divise et c'est une source de conflit, notamment parce qu'il y a aujourd'hui un manque de vétérinaires praticiens et que du coup, par certains, c'est tellement difficile à vivre au quotidien que c'est vécu comme le fait d'avoir de soi-même être complètement sous-staffé dans son équipe et d'avoir beaucoup trop de travail. Et c'est une réalité, mais comme on l'a entendu aussi avec l'arrivée de la voie post-bac et l'augmentation aussi du nombre de places dans chaque école vétérinaire à l'orée 2-3 ans, je crois que le nombre de places va augmenter de près de 50%. Donc ça devrait aussi peut-être être une forme de réponse à certaines problématiques que peuvent avoir les employeurs et les structures de soins aujourd'hui qui ont du mal à recruter, tout simplement. Oui, il faut espérer. Mais encore une fois, et peut-être c'est le message que j'aurais pu dire tout à l'heure, mais finalement... j'y pense maintenant, c'est dans toutes ces médecines complémentaires, tu vois, je trouve ça très dommage qu'on les aborde pas dès l'école, même si on n'a pas de formation en tant que telle, mais de ne pas aborder toute la richesse de ces formations-là. La médecine manuelle, la phytothérapie, la kinésio, la kinésithérapie, pardon, des choses vraiment, à mon sens, très intéressantes et qui font partie du scope de la médecine vétérinaire. Et qui devrait aussi peut-être donner des idées plus tôt aux confrères et aux consoeurs et qui enrichirait le panel de nos pratiques vétérinaires plus tôt, parce que ça pourrait aussi générer des envies, des vocations plus globales et plus précocement, plutôt que des gens qui expérimentent des choses et finissent par y revenir de façon détournée. Oui, ça pourrait être aussi un système d'options à complètement. l'école. Ouais, et en tout cas, ça me paraîtrait logique qu'elle soit au moins présentée et abordée dans la diversité de toutes les thérapies vétérinaires disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire, même on pourrait aller plus loin sur l'acupuncture, sur des choses comme ça, mais je pense que ça serait intéressant en tout cas d'avoir une présentation complète de tout ce qui peut être fait en médecine vétérinaire, en fonction de la réglementation, etc. Mais d'avoir juste une ébauche de présentation pour savoir. Et après que les gens puissent faire leur choix en conscience, de se dire tiens, ça m'intéresse dès le début. Et c'est aussi ce que j'ai pu observer dans la formation que j'ai faite, en ostéo notamment. C'était très très varié, avec des gens de tous âges et de tout type de pratiques, mixtes, canines, exclusives, etc. Mais il y avait vraiment aussi beaucoup de jeunes diplômés qui étaient sortis de l'école depuis moins de 3 ans. Et j'ai trouvé ça chouette parce que je me suis dit finalement, ils ont
un outil de plus dans leur boîte à outils très tôt, et peut-être que ça va aussi changer l'ensemble de leur pratique pour la totalité de leur carrière et dans leur façon d'aborder ça. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, je crois que j'ai beaucoup parlé déjà. Non, pas tant que ça. Non, je sais pas. Non, vraiment rien de particulier. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets intéressants et transversaux. Et c'est vrai que l'inspiration, elle vient souvent des autres. Donc, j'ai toujours plaisir à écouter les podcasts qui me donneront peut-être de nouvelles idées c'est vrai, moi pour aussi. les 15 ans à venir. Puisque finalement, on va pas parler de sujets qui fâchent avec la réforme des retraites, mais on va travailler encore un petit moment, donc autant trouver des projets motivants. Mais c'est vrai que tous ces épisodes, c'est une riche source d'inspiration. Moi, j'adore enregistrer, évidemment, mais même écouter les épisodes de Sophie, parce que chaque fois, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles facettes de notre métier. Oui, et finalement, je trouve que les gens ont des parcours vraiment incroyables, et qu'on soupçonne pas, parce qu'on n'a pas toujours cette vision à 360, mais finalement, vétérinaire, ça mène à tout. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui, épisode après épisode, je me dis ça. C'est ça. Alors, comment nos auditeurs et auditrices peuvent te contacter ? Eh ben, sur LinkedIn, avec plaisir. Je réponds à toutes les questions qui pourraient être suscitées à l'issue de ce podcast, sur le parcours pro, en labo, avec plaisir, et puis dans l'édition également, parce que c'est un milieu super intéressant et enrichissant, et peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous auront des velléités à écrire pour les différents supports, et auquel cas, ça nous fera un grand plaisir d'en discuter en direct avec vous, que ce soit en presse digitale, dans le socio-pro de votre quotidien, ou dans des aspects beaucoup plus cliniques ou grand public. On est toujours à la recherche de personnes qui ont envie de transmettre et d'écrire, donc avec grand plaisir pour échanger sur ces différents aspects. Oui, effectivement, si vous avez envie d'écrire pour nous sur quelques sujets que ce soit, vous pouvez contacter la rédaction à bonjour@temavet.fr. Donc sur la partie clinique, Annabelle prendra le relais, et sur la partie plutôt socio-professionnelle ou la partie ASV, c'est Emmanuel Ornart qui prendra le relais. Bon. Merci Annabelle pour ce riche échange. Merci à toi Marine. Finalement, c'est un exercice rigolo, même si on se côtoie au quotidien. Oui, mais c'est toujours ça que je me dis, parce que j'ai fait ça parfois avec des gens que je connaissais pas, mais avec des collègues ou des amis. Et en fait, à chaque fois, je découvre quand même le parcours professionnel, parce qu'on prend jamais le temps finalement de se plonger là-dedans. On sait à peu près ce que les gens ont fait, mais comment ils l'ont vécu et comment ça s'articule, on le sait pas forcément. Donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et puis je trouve ça aussi sympa que nos lectrices et lecteurs, qui sont aussi nos auditrices et auditeurs, ils découvrent les membres de l'équipe Temavet. Donc après Emmanuel, le numéro 4, Sophie, numéro 44, le mien, je ne sais plus quel numéro, c'était la suite logique. Donc tu étais la 4e vétérinaire à découvrir dans l'équipe. Et ça, c'est très sympa. À bientôt du coup, Annabelle. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.